congodialogue.com. www.congomasolo.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi. Congo Dialogue. Francine Ngembe, mission. www.congodialogue. Maman Sikadi. C'était à la Kalame, ma casse à Sika. Mesdames et messieurs, merci de suivre ce nouveau magazine de votre émission Fémina qui reçoit ce jour Madame Brigitte Kanika Saouda Kapinga qui est experte en développement. Bienvenue Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Madame, vous êtes depuis plusieurs années dans un circuit où les femmes sont rares. Comment vous vous sentez dans votre peau? Je me sens vraiment à l'aise parce que depuis mon jeune âge, je me disais toujours qu'il fallait qu'à un certain moment que les femmes puissent se démarquer. Et Dieu m'a fait grâce de pouvoir travailler et être dans un domaine qui me met à l'aise. C'est vrai, c'est un domaine dans lequel les femmes sont assez rares. Mais je me dis que pour moi, c'est un défi et un pari gagné. Et donc, je me sens très à l'aise dans mon travail. Vous sillonnez plusieurs pays, sûrement que vous rencontrez plusieurs femmes et plusieurs hommes. Vous êtes partout au même moment. Mais comment vous faites pour aménager le temps en servant dans le couple et en servant aussi pour la nation en quelque sorte? Ben voilà, c'est une question assez intéressante. En fait, c'est tout simplement une question d'organisation. C'est vrai que c'est pas facile être travailleur, être mère de famille. Et travailler aussi pour son pays, c'est quelque chose qui est assez difficile quand on est femme, comme on le sait surtout femme en Afrique, parce que pour la femme européenne, ça ne pose pas beaucoup de problèmes, mais pour la femme africaine, le premier endroit de prédilection pour la femme, c'est d'abord le foyer. Et donc, quand vous devez combiner le tout, c'est pas facile, mais c'est d'abord une question d'amour pour ce qu'on fait, que ce soit pour son travail, que ce soit pour sa maison, que ce soit aussi pour sa nation. Et la deuxième des choses, c'est une question d'organisation. C'est vrai que ça n'a pas été facile au début pour moi, parce que j'ai commencé le travail juste quand j'ai terminé les études. Et donc, je venais fraîchement de me marier. Et donc, avec le problème de maternité, avec le travail, au début, c'était pas facile. Mais après des années, je me suis retrouvée et c'était une question d'organisation. Et aujourd'hui, je pense qu'on a récolté le fruit parce qu'en combinant le tout, moi, je pense que d'abord, maintenir son mariage, parce que c'est un pari gagné. Maintenir son emploi, c'est aussi un pari gagné. Et faire à ce que les enfants puissent étudier et aller de l'avant, c'est aussi un pari gagné. Donc, je pense que c'était beaucoup plus question d'organisation et aussi la main de Dieu. Voilà. On ne doit pas l'oublier. Avant de poursuivre cette émission, je vous prie de suivre ce portrait que Madame Brigitte Kanika Saouda vous décline. Je réponds au nom de Madame Brigitte Kapinga Saouda Kibira Kanika. Je suis mariée à Monsieur Pierre Kanika et je suis mère de 7 enfants, dont 3 filles et 4 garçons. Je suis la fille du feu Monsieur Kibira Thomas. Et ma mère est Omba Matima, tous deux décédés. Et j'ai étudié d'abord mes études primaires à Goma ainsi que mes études secondaires dans l'option pédagogique où j'ai obtenu mon diplôme d'État. Et puis je suis allée à l'ISDR Bukavu où j'ai fait le développement, spécialement l'option administration du territoire. Et dès là, j'ai eu une licence en gestion et administration du projet. Et puis j'ai eu la grâce de continuer mes études supérieures encore une fois en Belgique où j'ai eu un diplôme spécial en démographie et puis encore un diplôme spécial toujours en Belgique aux facultés agronomiques de Jean Blou en agriculture. Et j'ai eu à travailler d'abord au niveau du ministère du Développement rural et puis dans les organisations internationales. Jusqu'en 2015, j'ai été recrutée comme représentant pays de l'Union mondiale pour la conservation de la nature, où j'ai passé 4 ans à la tête de l'institution, avec des activités
dans 4 pays, dont le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola, ainsi que le Gabon, et des activités dans 10 autres pays, dans tous les pays de la CEAC. Donc, j'ai géré le secteur de l'environnement et j'étais comme chef de file de toutes les organisations internationales qui travaillent au niveau de la RDC dans le secteur de l'environnement. Et depuis décembre 2012, je travaille comme consultante en charge de préparation du projet qu'on appelle le PICAGEL avec le ministère de l'Agriculture et la Banque mondiale. C'est ce que je fais jusqu'à ce jour. Donc, j'ai eu à travailler quand même dans plusieurs institutions, tant au niveau international qu'au niveau national. Et j'ai eu à gérer différents projets et à participer surtout au niveau mondial à beaucoup de réunions où j'ai porté l'étendard du pays. Mais les plus beaux souvenirs que j'ai eu dans la vie, c'est quand mes enfants sont venus au monde. Ça, c'est les plus beaux souvenirs de ma vie. Et donc, tous les restes, je me dis que ce sont des compléments. Mais donner naissance, arriver à amener un enfant au monde, je pense que c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée dans la vie. Les mauvais souvenirs, c'est beaucoup plus sur le plan professionnel. Les plus mauvais souvenirs, c'est les jours où j'ai raté une interview parce que je ne sais pas où était ma tête alors que j'avais fait l'examen écrit et j'étais parmi les meilleurs et je pense que j'avais eu au moins 80%. Et puis à l'interview, et pourtant on m'avait posé les mêmes questions, mais je ne me suis pas bien sortie et quand j'ai fini mon interview, je suis tombée malade parce que moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Et depuis, c'est vraiment le plus mauvais souvenir que j'ai gardé de mon parcours professionnel. Ce que j'aime le plus, c'est transformer mon milieu. Parce que, comme je vais y aller dire, moi, je travaille en tant qu'agent de développement. Et je dirais, si, en dehors du fait d'avoir ramené au monde mes enfants, mais un des souvenirs que je garde, un grand que je garde sur le plan professionnel, c'est plutôt quand je travaillais en tant que formatrice à Ngamanzo, qui est dans la périphérie de Kinshasa, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais quand je suis arrivée dans ces milieux-là, il y avait juste 5 cases, c'est pas une dizaine de cases. Mais aujourd'hui, si vous allez en Ngamanzo, c'est transformé, c'est devenu une ville. Et chaque fois que j'arrive, je trouve les pêcheurs qui sont là, avec qui je travaillais. Même leurs enfants appellent ces villages le village Maman Brigitte par rapport au travail que nous avons eu à faire. Et ça, je pense que c'est ça ma passion, transformer les milieux dans lesquels je travaille, transformer la vie des gens, non pas avec de l'argent, parce que je n'y ai pas amené de l'argent, mais juste avec mon expertise technique, avec des échanges avec les gens, amener les gens à prendre conscience. Et ça, c'est ma passion en fait. Nous avons suivi ensemble ce portrait qui a été décliné par Madame Brigitte Kanika. Madame, je reviens à vous. Vous avez un curriculum vitae très fourni. Alors, en tant que femme, aujourd'hui, quel est votre combat? Le combat, d'abord, c'est d'être reconnu quand on peut être femme et avoir des capacités au même niveau que l'homme. C'est qu'en Afrique, c'est vraiment, encore une fois, un grand défi. Parce que, comme vous l'avez dit, et comme on vient de le voir dans les portraits, j'ai eu à exercer quand même des fonctions qui sont des très hautes fonctions, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et souvent, j'étais gênée parce que souvent, les gens qui me retrouvaient dans mon bureau, d'abord, la première des choses, c'est qu'on pensait que j'étais étrangère dans le poste que j'ai eu à avoir il y a quelques années au niveau international. Malheureusement ou heureusement, je travaillais dans mon pays. Alors, à chaque fois qu'on présentait représentant un pays d'une telle institution, les gens s'étonnaient, mais on pensait que ça devait être une étrangère. Et puis, quand on découvrait que c'était une Congolaise, la première question qui arrivait dans la bouche de tout le monde, c'était « Comment tu es arrivée là ?» Et là, ça me frustrait beaucoup. Parce que c'est une question qu'on ne pourrait jamais poser à un homme. Mais parce qu'on voyait que c'était une femme, et en plus, une Congolaise, c'était une question qui venait comme ça, d'emblée.
Et moi, ça me mettait vraiment très, très mal à l'aise. Et c'était les grands défis. Parce que les gens se demandaient, mais comment ils pouvaient arriver là? Et la deuxième des choses, quand je travaillais, c'est tout le monde qui voulait savoir comment il travaille, qu'est-ce qu'elle fait. Quand je devais intervenir dans des grandes réunions, tant au niveau national qu'au niveau mondial, des réunions de haut niveau, j'avais constaté qu'à chaque fois que je prenais la parole, dans la salle, c'était un silence. Parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qui va sortir d'une femme, qu'est-ce que de bon qui va sortir d'elle. Et là, c'était un grand défi. Et donc, en tant que femme, je devais fournir 2 fois beaucoup plus d'efforts que les hommes avec qui je travaillais. Et ça, c'est le plus grand défi que j'ai eu à relever. Et je pense que jusque maintenant, dans le cadre de mon parcours professionnel, je pense qu'on a pu, on n'a pas encore atteint, parce que la vie, c'est un parcours, c'est une course qu'on n'atteint jamais jusqu'à ce qu'on meure. Mais je pense qu'on fait quand même 2 pas. On fait 2 pas et on avance. Oui, on fait 2 pas et on avance. Et nous avons compris que les hommes ne vous accordent pas une tâche facile quand vous exercez votre profession. Mais après un entretien ou une intervention, quelle réaction vous avez d'eux? Parce qu'au moins, quand il y a un silence dans la salle, c'est que vous avez quand même touché les cœurs. Qu'est-ce que ça vous fait par rapport à ça? Non, en tout cas, franchement, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que souvent, quand j'ai terminé une intervention, je vois souvent des gens qui viennent pour dire mais c'est incroyable, on ne s'imaginait pas, on ne pensait pas. Et souvent, ce sont les hommes. Et malheureusement, dans les chefs de femmes, souvent, je vois des visages un peu renfrognés et tout ça. Mais dans les hommes, surtout les hommes qui sont honnêtes, viens vous féliciter, on vous dit, ben non, on ne s'attendait pas. Je prends un exemple dernièrement dans mes nouvelles fonctions. J'ai eu à faire une grande réunion avec beaucoup d'autorités. Et beaucoup d'autorités, de députés, de gouverneurs qui étaient dans la salle. Et j'ai fait une intervention, je parlais pendant au moins 3 heures. Et quand je finis, il y a un homme qui a pris la parole dans la salle pour dire que je dois être honnête, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais être enseignée par une femme. Mais là, je viens d'être enseignée. Et toute la salle s'est mise à rire. Et donc, ce sont des réactions que je rencontre très souvent. Et pour ceux qui sont honnêtes, comme je viens de le dire, ils les reconnaissent. Mais les autres, ils ne sont pas contents. Les autres se disent, qu'est-ce qu'elle croit, qu'est-ce que... Mais je me dis, pour moi, ça fait du bien. Parce que je me dis, ça me pousse encore plus pour tous ceux qui disent, qu'est-ce qu'elle croit. Pour moi, ce sont des challenges. Ça me pousse à travailler encore beaucoup plus pour qu'à chaque fois que j'améliore ce que je suis en train de faire. Et c'est ça, encore un défi à relever qu'on ne va jamais atteindre. Je dirais que c'est un parcours. On continue à les faire chaque jour. Oui, en cela, nous sentons qu'il y a quand même les discriminations qui continuent à exister entre les hommes et les femmes dans la société, ce qui fait que les femmes ne font vraiment pas partie dans l'exercice des grandes fonctions dans ce pays, et vous faites partie de ces rares femmes qui exercent des hautes fonctions. Mais comment est-ce que votre partenaire femme reçoit cela? Est-ce qu'elle constitue une barrière par rapport à ce que vous faites? Bon, ce que d'abord je dois dire, c'est que je n'exerce pas des très hautes fonctions au niveau du pays. C'est vrai que je suis allée faire, mais c'était au niveau international. C'est vrai que j'étais basée dans mon pays, mais est-il que par rapport à notre collègue femme, c'est pas toujours facile. La femme a du mal à reconnaître une autre femme. Je l'ai dit pour moi, je l'ai dit pour les autres, je l'ai dit pour ce que je vis sur le terrain. Souvent, on a des petits problèmes inutiles. Et la femme, pour accepter le leadership d'une autre femme, c'est pas toujours évident. Et moi, j'ai toujours dit, souvent nous incriminons les hommes, nous disons que non, l'homme n'arrive pas à accepter la femme, c'est l'homme qui est la barrière pour l'émergence de la femme. Mais moi, je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire. Et cela n'engage que moi. J'ai souvent dit que c'est la femme elle-même qui est obstacle à ce que l'autre femme puisse émerger. Mais comment changer?
Comment redresser la changer? tendance? Il faut d'abord que nous autres femmes, parce que avec l'âge, nous sommes en train d'aller vers la fin, non? Nous devons travailler pour qu'il y ait d'autres femmes qui émergent. Mais souvent, dans la société, nous avons remarqué que nous, femmes leaders, constituons aussi un blocage pour l'émergence de jeunes femmes. Souvent, vous allez voir que quand une femme est leader, elle s'entoure de beaucoup de femmes. Mais c'est beaucoup plus pour que ces femmes-là soient comme son marchepied, qu'elles puissent les utiliser pour aller encore beaucoup plus de l'avant. Mais travailler pour que les autres femmes, les jeunes qui sont en train d'arriver, arrivent à être comme elles, c'est pas toujours évident. Et moi, c'est ça ce qui me chagrine souvent. Je me dis que nous devons constituer une force. Quand je suis une femme, j'arrive à émerger, que je m'entoure beaucoup plus de femmes. Mais je vous dirais, madame, si vous allez dans les cabinets politiques, dans des cabinets où la majorité sont de femmes, enfin, dans les cabinets dirigés par les femmes, vous ne trouverez jamais une femme qui a comme directeur de cabinet une femme. C'est rare. Elles vont choisir un homme pour que l'homme puisse l'accompagner. Mais ce n'est pas souvent qu'elle va faire le choix d'une autre femme pour que la femme aussi puisse l'accompagner. Et dans le parti politique, d'abord, je n'en connais pas beaucoup, hein, où les dirigeants sont des femmes. Je n'en connais pas beaucoup. Je pense 1 ou 2 partis politiques. Mais là aussi, ce n'est pas évident que les femmes puissent émerger. Ainsi de suite, dans beaucoup de cas dans la société. Et pourtant, moi je me dis, là où sont les femmes, elles devaient permettre à ce que beaucoup de femmes puissent émerger pour que ensemble on constitue une force. Parce que moi, je parle souvent, nous ne devons pas parler de leadership, nous devons parler de membership. C'est-à-dire un groupe de gens qui émergent ensemble. Et c'est ça les combats que moi, personnellement, je mène. Vous êtes experte en développement et en économie. Nous trouvons qu'actuellement, le panier de la ménagère souffre. Quelle stratégie vous pouvez offrir au pays afin que cette femme-là, qui n'arrive même plus à calculer comment elle va se battre sur le marché pour nourrir son pays et le foyer? Pour le moment, en tout cas, la question, elle me dépasse. Elle me dépasse pour la simple raison que la question, elle est au niveau beaucoup plus élevé que par rapport à ma perception des choses. Dire que le recette, on peut proposer aux femmes aujourd'hui pour qu'elles arrivent à s'en sortir, c'est très compliqué. D'abord par rapport à l'économie même du pays. Comme vous le savez, aujourd'hui, la situation économique, ce n'est pas seulement en RDC, mais la situation économique, elle est générale, à travers le monde. Et il s'avère que en RDC, l'économie est à 85% tournée vers l'extérieur. Et donc, quand au niveau international, la situation ne marchait pas, ipso facto, au niveau du pays, ça ne peut pas marcher. Mais encore, la situation vient s'alourdir davantage parce que l'économie de la RDC, l'économie est dollarisée à outrance. Et aujourd'hui que les dollars connaissent des problèmes, aujourd'hui qu'au niveau international, le partenaire financier ne veut plus financer les activités au niveau du pays, c'est tout à fait normal que la situation de la femme, la situation de la ménagère puisse en pâtir. Tout est calculé en dollars. Ici d'ailleurs à Kinshasa, c'est encore bien. Quand vous allez à l'Est, demandez même à une maman qui vend le piment combien coûte le piment. Elle va vous dire que c'est 0,5. C'est à vous de faire le calcul pour savoir 0,5. C'est combien? C'est combien en francs congolais? Et donc aujourd'hui que les 0,5 d'hier qui était à 100, il est à presque 170. C'est tout à fait normal que la femme puisse en souffrir. Et c'est pour cela que moi j'ai toujours dit, un pays qui consomme 80%, si pas 90% de ce qu'elle ne produit pas, c'est un pays en danger. Et aujourd'hui, je pense que l'économie nous en donne raison. Parce que c'est depuis plusieurs années que moi j'étais en train de crier, dans le désert bien sûr, que nous devons surtout travailler pour renforcer la production agricole. Parce que le pays africain ne pourront pas s'en sortir si son agriculture n'a pas avancé. Tous les grands pays aujourd'hui que nous appelons les pays industrialisés, tous les grands pays du monde sont partis sur base de quoi? C'était d'abord sur leur agriculture. Parce que l'agriculture, c'est le poumon même du développement. Pourquoi moi je l'ai toujours dit? Parce que
qui que tu sois, du président de la République au gardien de maison, tout le monde doit manger. Personne ne peut faire 2 jours sans manger. Dollar ou pas dollar, on peut s'en foutre de nos téléphones. On peut se passer de l'ordinateur. On peut se passer de voitures. Personne ne se passera de la nourriture. Personne. Tout le monde doit manger. Et donc, c'est là où on devait d'abord focaliser toute l'attention du pays. C'est là où on devait mettre beaucoup plus de moyens. Parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, l'Afrique ne pourra pas décoller sans son agriculture. Oui, en République démocratique du Congo, madame, nous avons vu que l'agriculture est maintenant considérée comme le pilier pour booster le secteur économique. Quelques idées par rapport à ça? Bon, moi je pense que ce sont... excusez-moi, je ne dirais pas que ce sont des slogans. Ce sont des vœux qu'on donne pour dire que l'agriculture sera priorité de priorité. Mais il faut d'abord que nous rentrons dans le cadre du budget national. Combien d'argent qu'on a alloué à l'agriculture? Je ne sais pas quel pourcentage on a donné à l'agriculture. La deuxième des choses, 80% je pense des projets agricoles, ce sont beaucoup plus de projets qui sont financés par l'extérieur. Et comme on dit souvent, comme nous disons souvent que la main qui donne est toujours au-dessus, donc le partenaire qui donne le moyen, il vous donne aussi les secteurs prioritaires pour eux. Ça peut ne pas être aussi des secteurs prioritaires pour le pays. Il vous donne les stratégies qui peuvent être des stratégies bonnes ou mauvaises. Mais le pays devrait d'abord en lui-même, c'est dire voilà la priorité pour le pays, pour ce qui concerne l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons la stratégie de relance de l'agro-industrie dans le pays. C'est un outil sur lequel le gouvernement devait s'appuyer. C'est vrai que ça a été produit par le gouvernement congolais. La production, c'est autre chose. Mais la mise en œuvre, c'est encore autre chose. Il faudra maintenant qu'on passe à sa mise en œuvre. On a déjà commencé avec certains projets que le gouvernement est en train de négocier avec certains partenaires. Mais là aussi, les choses traînent. Il faudra maintenant qu'on pense. Parce que imaginez que 70% de la population ne vit que de l'agriculture. Surtout dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, nous pouvons aller jusqu'à 85% qui vivent essentiellement de l'agriculture. Et les 15%, ils sont dans autre chose, mais sont aussi dans l'agriculture. Donc, si nous pouvons extrapoler, nous allons dire que dans l'arrière-pays, on vit à 100% de l'agriculture. Et donc, quand l'agriculture est développée, nous pouvons dire que non seulement on va booster l'économie de l'arrière-pays, parce qu'il faudra qu'on arrive à faire à ce que les développements viennent de l'arrière-pays pour que ça puisse arriver jusqu'au niveau de la capitale et non l'inverse. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons l'approche top-down qui veut tout simplement que les développements viennent d'en haut, c'est-à-dire de la capitale, pour que le miette arrive dans les provinces. C'est pour cela qu'on connaît l'exode rural en outrance. Et pourtant, si au niveau des provinces, on arrivait à relancer l'agriculture, ça va aider à ce que les gens puissent rester dans les provinces et que l'économie des provinces puisse aider aussi l'économie nationale. Et donc, ce sont des stratégies qu'on pourra prendre sans pour autant ausculter la partie de l'agriculture familiale. Parce que ça, c'est le poumon même de l'agriculture. Mais madame, bien sûr, nous pouvons parler de la production agricole, mais les routes qui nous permettent de sortir ce qui est produit vers les grandes zones de consommation. Un mot par rapport à cette question. C'est le goulot d'étranglement. Tant qu'il n'y aura pas de routes, de dessertes agricoles qui sont aménagées, tant qu'il n'y aura pas des infrastructures de base, entre autres les routes, les entrepôts, le marché, on peut encore s'en passer parce que nous pouvons vendre les histoires même sur nos talaka traditionnels. Mais les entrepôts, les routes de dessertes agricoles, surtout les routes qui permettent l'évacuation de produits, tant que ces routes-là ne seront pas aménagées, ça sera pratiquement impossible qu'on puisse relancer l'agriculture. Qui pourra travailler pour faire 2 hectares, 3 hectares de production, les 3 hectares qui ne seront jamais acheminés vers le marché de consommation? Donc la priorité devrait être là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec le partenaire au développement, on est en train de penser aux projets agricoles, mais de projets intégrateurs, des projets intégrés, où on commence d'abord par penser aux routes,
on passe aux infrastructures de base pour que finalement on puisse booster l'agriculture, parce qu'on sait que quand on a produit, on est capable d'acheminer vers les zones de consommation à un temps record, sans pour autant que les produits puissent périr en chemin et arriver à les commercialiser. Et en ce moment-là, vous allez voir que tout le maillon de la chaîne, c'est-à-dire de la production jusqu'à la consommation, sont concernés, et cela améliore aussi les conditions de vie de toutes les parties prenantes. Oui, Madame Brigitte, nous pouvons également jeter un coup d'œil sur les dernières nominations des mandataires de la République, et on a constaté encore une grande absence des femmes au poste décisionnel. Quelle est votre réaction? Moi, j'ai toujours été la plus malheureuse qu'à chaque fois qu'il y a des nominations, parce que moi, je pense que le président de la République, dans toutes ses interventions, il martèle toujours sur la représentativité des femmes à tous les niveaux. Et la Constitution elle-même nous parle de la parité. On nous avait parlé de 30%. La parité, c'est-à-dire 50-50. Mais on nous a parlé de 30%. Mais aujourd'hui, ça fait combien d'années? On n'est même pas arrivé à 10%. Quand est-ce qu'on pourra arriver à 30%? Moi, j'ai toujours dit, dans des postes qui demandent des élections, par exemple, les députés nationaux, par exemple, au niveau du Sénat, par exemple, au niveau des députés provinciaux, je peux encore comprendre que les femmes soient sous-représentées, parce que là, c'est une compétitivité. Et on demande souvent aux partis politiques de présenter le candidat et tout ça. Mais pour le poste de nomination, moi je pense que le président pouvait exiger qu'à chaque fois, pour autant qu'aujourd'hui il n'y a que le parti politique qui sont habilités à présenter les gens à être nommés. Mais si dans une liste, il n'y a pas de femmes, moi je pense pour qu'on arrive à atteindre cette parité, ou ne fût-ce que le 30%, le président, qui est l'unique à pouvoir prendre les dernières décisions, il pouvait bien s'imposer pour dire que dans un parti politique, si vous ne présentez pas le nom de femme, comme il a toujours demandé 3 noms, qu'il y ait au moins une femme parmi les 3, et que lui-même, il puisse les nommer. Au moins, je pense que ça pourrait régler la situation. Mais pour autant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a nommé dans 10 entreprises. Mais dans les 10 entreprises, je n'ai pas vu une entreprise, je ne sais pas, une entreprise où le numéro 1, c'est une femme. Je n'ai pas vu. Encore dans les présidents du conseil d'administration, il n'y a qu'une seule femme que moi j'ai pu connaître. Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais s'il y en a, en tout cas, ils ne peuvent pas arriver à 3. Les femmes, on les retrouve seulement comme DGA, donc adjoint. Et vous savez que les postes d'adjoint, ce sont des figurants. Ça, au moins, vous le savez. Et donc, comme nous dit, parce que quand vous regardez, même dans la Constitution, même dans les lois qui régissent les entreprises, on vous dit le directeur général adjoint, c'est juste une phrase, le directeur général adjoint représente le directeur général quand il est absent. Mais comment changer la donne, madame? Peut-être que ces femmes qui aujourd'hui sont des figurants n'arrivent pas à s'affirmer, elles se complaisent dans le poste-là qu'on leur attribue. Malheureusement, peut-être, mais je les mets sous réserve. Je les mets sous réserve parce que quand vous êtes adjoint, comme je venais de le dire, vous ne représentez qu'en cas d'absence. C'est la même chose avec le gouverneur, les vice-gouverneurs et tout ça. Beaucoup de femmes se sont retrouvées vice-gouverneurs. Elles sont nombreuses. Mais comme je l'ai dit, dans la loi sur la décentralisation, quand vous lisez très bien, la loi qui régit les entités décentralisées, on dit les vice-gouverneurs représentent le gouverneur en cas d'absence, ou le gouverneur peut lui donner toute autre tâche selon sa volonté. Donc, ce sont des figurants. Qu'on essaye de voir, parce que les femmes de valeur, les femmes de qualité, nous en avons. Et pour preuve, nous avons certaines femmes qui sont au gouvernement, qui sont des ministres. Et il y en a d'autres qui ont déjà fait cas d'école depuis plusieurs années et se sont retrouvées comme femmes leaders, comme femmes responsables dans des entreprises, tout comme dans les fonctions politiques, et se sont affirmées. Et il y a d'autres qui émergent, mais on ne veut pas les chercher. Et moi, j'ai toujours dit, une fois, je pense que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait dit, je cherche même 15 personnes de qualité pour m'accompagner. Mais où est-ce qu'on les cherche? Parce que nous sommes là. Les femmes sont là.
Madame excusez-moi, je ne fais pas mon apologie. On cherche ces femmes et elles sont là. Femmes, elles sont là, mais on ne sait pas où les trouver pour la simple raison qu'aujourd'hui, pour être nommé, il faudra absolument être dans le parti politique. Mais il y a des champs, des valeurs dans la société civile. Il faudra aussi les chercher. Par rapport à toutes ces femmes qui ont des atouts comme vous, mais qui se cachent derrière leur féminité. Malheureusement, il y en a. C'est tout simplement parce que des fois on s'est dit ben, quand on est femme on ne peut pas sortir la tête là où il y a les hommes. Moi souvent j'ai entendu ça. Des fois on me dit mais madame vous avez perdu votre féminité. Pourquoi devant les hommes vous parlez? Non, ça ne change en rien. Je suis femme, je suis mère de famille, femme, je suis née femme, ça ne changera jamais. Je vais les rester et je mourrai femme. Mais les rôles dans la société peuvent évoluer avec le temps. Et il faudra que les femmes puissent lever leur tête pour dire qu'elles ont droit aussi à la gestion du pays. Parce qu'aujourd'hui, si ça ne va pas, c'est parce que la femme n'est pas aux affaires. Mais qui souffre? C'est la femme. Vous avez parlé tantôt des paniers de la ménagère. Qui en souffre aujourd'hui? Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Elle doit se battre pour faire vivre la famille. Et pour ce faire, elle doit se battre aussi pour que les choses aillent de l'avant dans le pays. Elle a un grand rôle à jouer. Et il ne faut pas qu'elle se dise que je suis femme, je ne peux pas me mettre devant de la scène. Non, les choses ont changé. Merci beaucoup. Vous avez suivi le cri de cœur de Madame Brigitte Kanika Saouda, experte en développement et en économie, que votre émission Féminin a eu le plaisir de recevoir ce jour. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. congodialogue.com www.congomasolo.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue Mama Sikadi. C'était ça la ngoya kala mais makasa nde ya sika.